Et on est ensemble entre 10h et midi comme tous les jours. 11h midi, on commente l'actualité avec aujourd'hui Christian de Villeneuve. Bonjour. Journaliste politique, vous avez dirigé de nombreuses rédactions. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Ça fait beaucoup rire Jacques Miard. Je trouve ça très mignon, c'est un bel acronyme. Mathieu Cheng, Jacques Miard, maire de Maison-Lafitte, ancien député. Voilà, on vous demande pas depuis combien de temps vous êtes maire. Quand on aime, on ne compte pas. Mathieu Cheng, directeur associé BVA Pôle Conseil. Bonjour. Co-fondateur du site d'élite d'opinion, vous avez publié La France en face, ce que disent les Français à leurs élites déconnectées, paru aux éditions du Rocher. Les élites ne sont toujours pas reconnectées, visiblement. Non, pas encore. On va parler retraite, recul du gouvernement. Est-ce qu'Emmanuel Macron a un petit peu peur de cette réforme? On va parler également encore. Moi, je me suis levée ce matin, je me suis dit, j'ai plus envie de parler du voile. J'en ai un peu ras-le-bol depuis le début de la semaine. On est sur ce sujet. On n'a pas vraiment abordé le sujet politique hier, à savoir comment le gouvernement va se sortir de ces dissensions qu'il y a au sein même de la majorité. Macron au pied du mur, on en parle avec vous. Et puis les analyses anormales chez les pompiers de Rouen. Est-ce qu'on ne nous dit pas tout sur Lubrizol? On en parlera également avec vous. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. Tiens, je vais commencer aujourd'hui avec un petit coup de cœur pour notre amie Sophie de Menton. J'aime ma boîte. 64% des Français déclarent aimer leur entreprise. Ils sont 78% en Allemagne. Cherchez l'erreur. Oui. C'est un sondage Opinionway. En tout cas, 62% des Français se sentent bien au travail. Donc Sophie de Menton a lancé ce mouvement, la fête de l'entreprise, pour dire que c'était important de se sentir bien, que l'entreprise, C'est parce que c'est Sophie de Menton qui lance le mouvement. Sinon, vous diriez du mal, c'est ça? On n'aime pas sa boîte. Vous n'aimez pas votre boîte? Vous n'aimiez pas votre boîte? Pas trop, non. Non? Bon, écoutez... Non, mais les Français n'aiment pas forcément leur boîte. En revanche, c'est un lien de sociabilité énorme. Et on se rend compte notamment que des gens qui ne sont pas satisfaits de leur travail peuvent rester parce qu'ils apprécient leurs collègues, parce que c'est un des plus grands viviers de sociabilité. Le travail, c'est le lien social, le premier dans une cohésion nationale. On le sait bien. La preuve, c'est que quand on est chômeur... c'est problématique. Allez, on va commencer avec un coup de cœur pour Christian de Villeneuve. Oui, j'ai vu un très joli film qui est d'actualité. Il s'agit du film Sœurs d'armes, qui est un film Caroline Fourest, réalisé par Caroline Fourest, et qui rend hommage au combat des femmes kurdes. Alors c'est un film, c'est pas un documentaire. Non, c'est un film grand spectacle de guerre, féministe bien sûr, et malheureusement ce film a été boudé un peu par la critique. Alors qu'il est totalement dans l'actualité, et je crois que c'est bien vu de leur rendre hommage. De leur rendre hommage et d'aller voir ce film, parce qu'il reste très peu de temps en salle, les films. Ça, c'est une autre histoire aussi. C'est dingue. Il y a eu très peu de critiques, et des critiques qui ont été sévères, parce qu'il appartient pas forcément à tous les codes du cinéma. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est un peu naïf. Mais enfin, moi, j'ai passé 2 heures très intéressantes. Bon, vous passez un bon moment. Jean-Luc? Alors moi, c'est un coup de gueule, mais en même temps, une note d'espoir récente, c'est le scandale d'état sanitaire du chlordécone, un produit qui est utilisé par les planteurs de bananes béquets en Martinique et en Guadeloupe, qui, par ce produit fortement toxique et cancérigène, a provoqué justement depuis... Alors, l'interdiction date de 93. Aux États-Unis, c'était au milieu des années 70. Mais comme il y avait des stocks, il fallait les éliminer. Et donc, les derniers stocks ont été éliminés, a priori, il y a 10-15 ans. Et donc, on a constaté, si vous voulez, un taux de cancer 3 à 4 fois supérieur à la population métropolitaine. Et on a mis en lumière, effectivement, que ce chlordécone va dans la terre et puis va dans l'eau. Et comme l'eau est bue par les habitants, effectivement, il y a un taux de cancer, mais pas chez les personnes âgées, chez les personnes plutôt jeunes. Et donc, c'est gravissime. Nicolas Hulot, que j'appréciais il y a encore pas très très longtemps, n'avait pas reconnu, lorsqu'il était passé en Martinique et en Guadeloupe, ce scandale. Et là, il y a 4 ministres qui ont été auditionnés par une commission d'enquête sur place et qui, la secrétaire d'État, dont j'ai oublié le nom, chargée un peu des dom-toms, reconnaît que c'est quand même une responsabilité d'État, pas la responsabilité de M. Macron, ça date depuis 25 ans, mais qu'il faudra indemniser et qu'il faudra trouver des solutions, parce que le chlordécone, il est présent pour au moins 700 ans. Donc c'est un vrai problème, à côté de l'usine de Rouen, dont on va parler probablement tout à l'heure. Et il s'élimine ou pas? Non, il s'élimine pas. Il s'élimine pas en traitant les eaux. Non. Ah ouais, c'est
Donc c'est très difficile, puisque maintenant, la pêche à la langouste, on est obligé de demander aux pêcheurs d'aller pêcher à plus de 25 km, parce que ça s'infiltre, y compris dans la mer. Et ça ne se casse pas, c'est pas des molécules qui oui, on n'a pas trouvé. Il y a même un marchand d'eau en bouteille sur place, avec le charbon actif, qui vend de l'eau chlordéconée en disant j'élimine une grande partie du chlordécone. Sauf que on n'a pas encore fait les analyses un peu comme à Rouen. C'est un sujet dont on parle très peu. Très peu. Mais ça commence à monter. Et au moins, c'est un coup de gueule, mais en même temps, une note d'espoir, même si je ne vois pas comment on va résoudre le problème par cette pollution qui risque de durer au moins 700 ans. Eh oui. Juste, c'est une parenthèse, il y a un article à lire dans Le Monde, dans les coulisses des obsèques de Jacques Chirac. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Vanessa Schneider et Solène de Royer, parce que vous disiez, je ne me souviens plus du nom de cette secrétaire d'État. Et parmi les petits potins qu'elle raconte, qu'il y a eu, les petites choses autour de cet événement, c'est des gens qui disaient, mais il y avait 4 rangs pour le gouvernement, et il y avait 2 rangs dont on ne connaissait absolument pas les noms et les têtes des gens qui étaient là. Donc, c'est un des problèmes, d'ailleurs. C'est un des problèmes, c'est effectivement. Mais lisez cet article, parce que c'est vraiment les coulisses des obsèques de Jacques Chirac. Mathieu, Cheng. Moi, c'est un coup de gueule. Hier, c'était la journée contre le gaspillage alimentaire. Absolument. Et je trouve qu'on en a trop peu parlé. C'est vrai. Coup de gueule parce que lorsqu'il y a 10 éberlués de rébellion-extinction qui prennent en otage une ville ou une rue, on en fait les choux gras dans la presse. Mais quand il y a un sujet extrêmement concret comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, personne ne s'en préoccupe. Or, je tiens à dire que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un moyen de lutter, bien sûr, contre les effets de l'être humain et de la couche d'ozone. C'est responsable de 8%. C'est responsable de 8% du CO2, le gaspillage alimentaire. Et en plus, on a tous les moyens d'agir très concrètement. Ce sont des mesures qui peuvent être extrêmement simples. Utiliser Too Good To Go. Ça peut être penser ces courses non pas en fonction de produits qu'on achète, mais en fonction de repas. C'est faire la différence entre les DLC, date limite de consommation, et les DDM, qui fait qu'il y a certains produits qui sont jetés en dépit du bon sens. Bref, on a tous les moyens de lutter contre le gaspillage alimentaire, d'en faire ainsi un levier contre le réchauffement de la planète. Et en plus, c'est bon à souligner aussi, quand on pense qu'il y a un Français sur 5 qui ne mange pas à sa faim, on pense que ce sujet-là devrait être au cœur des priorités et faire l'édition spéciale plutôt que le sous l'angle, effectivement, des gaspillages, parce que je me souviens, étant gamin, on disait finis ton pain, prends un morceau de fromage, finis ton fromage, prends un morceau de pain. Je m'en souviens encore. Maintenant, quant à la couche d'ozone, laissez-la où elle est. Parce que je peux vous dire, moi qui ai représenté le gouvernement français au plus haut sur l'histoire de la couche d'ozone, en réalité, les Américains voulaient flinguer le CHC qui est dans les aérosols, tout simplement parce que le brevet de M. Dupont de Nemours venait à échéance. Et donc, la couche d'ozone était... les trous dans l'ozone étaient plus importants au début du XXe siècle qu'aujourd'hui. Donc, laissez la couche d'ozone là où elle est, parce que de ce côté-là, on risque vraiment d'avoir des surprises. Regardez toujours derrière qui est-ce qu'il y a comme lobby financier lorsqu'on vous parle de dérèglement climatique. Mais il peut y avoir des lobbies financiers, mais il n'empêche qu'il y a quand même une réalité. C'est pas la couche d'ozone qui est en cause. Le gaspillage alimentaire, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que là, effectivement, c'est excessif. Je suis bien d'accord. Et notamment les dates de péremption. Parce que moi, je mange des yaourts qui parfois ont un mois de péremption et on est parfaitement dans les normes. Un mois, c'est beaucoup, non? Non, c'est pas beaucoup. C'est pas du tout beaucoup. C'est pas du tout beaucoup. Et là, je finis et je suis toujours là. Et vous êtes toujours là, absolument. Alors, votre coup de gueule? Alors, mon coup de gueule, qui est un coup de cœur, c'est pour Blanquer. Parce que je trouve que Blanquer a eu raison de rappeler un certain nombre de principes auxquels j'adhère sur le respect de la société dans les collaborateurs des services publics. Alors, il est minoritaire au sein du gouvernement, dont acte, mais il mérite d'être salué. Et je voudrais verser quelque chose dans le débat, parce que je n'approuve absolument pas ce qui s'est passé en Bourgogne, ça c'est clair. Mais à l'Assemblée nationale, le règlement de l'Assemblée nationale dit que pour le public, pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte, il se tient assis, découvert et en silence. Et ça, c'est l'Assemblée nationale. Ça, c'est à l'Assemblée nationale. Ça veut bien dire qu'à contrario, dans les autres assemblées, il y a un moment, il va falloir qu'il clarifie les principes. Je suis d'accord. Mais moi, je soutiens Blanquer dans son combat pour le respect d'un certain nombre de principes qui sont les nôtres. Alors, c'est marrant parce que l'émission Quotidien a dit l'inverse. Il y a 2 jours, ils ont dit que le Sénat interdisait l'accès à des personnes non découvertes. Règlement de l'Assemblée nationale, il est là, je vous le laisse à vos dispositions. Et le Sénat
Le Sénat, il a un règlement, je ne le connais pas, je n'ai jamais été sénateur parce que je n'ai pas voulu aller à la maison de retraite. Voilà. Et Vlan. Ils apprécieront. Ils apprécieront. Vous faites de la discrimination, à l'âge. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et nous parlons d'Emmanuel Macron, pris au piège de la laïcité, pris au piège du voile. On en parle avec vous. Le président de la République a appelé mercredi, donc c'était hier, il a dénoncé un raccourci fatal. Je vous propose de l'écouter. Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. C'est ça la République. Faire bloc. Je pense qu'on peut le faire tous ensemble, en respectant pleinement notre laïcité, la force de celle-ci. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, la menace. Ne divisons pas. Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que le en même temps est très difficile, parce que d'une part, il doit rassurer la population française, qui est suite en plus au dernier attentat qui est inquiète, et puis d'autre part, il ne doit pas éliminer la plus grande partie de la communauté musulmane qui n'est pas radicalisée. Et c'est là où l'exercice est compliqué, parce que une stigmatisation entraînerait une montée de l'islamisme. Hein. Oui. Simplement, la stigmatisation, il y a pas mal de gens. Écoutez, vous avez devant vous, et j'ai été le premier député qui a fait la proposition de loi pour bannir le voile à l'école. Le premier député qui a fait la proposition de loi pour bannir le voile intégral. Chaque fois que j'ai bannir le voile intégral ? Le voile intégral. C'est-à-dire qu'un jour, j'étais dans un zoo dans les Yvelines et j'ai vu arriver, n'est-ce pas, une femme totalement voilée, des bambins autour. J'ai été profondément choqué. Donc j'ai fait ces propositions de loi. À chaque fois, je suis tombé, ah non, c'est pas vrai, etc. Il y a un moment, il faut appeler un chat. Deuxièmement, quand on est président de la République, on a un certain nombre de principes et on les applique. Alors, le laxisme qu'on a laissé se développer au fur et à mesure est extrêmement dangereux. Parce que les musulmans dont vous parlez qui sont pas radicalisés, mais ils souffrent effectivement de cette gangrène. Et donc, il y a un moment, il faut les conforter. Il ne s'agit pas de stigmatiser, il s'agit de rappeler les principes de la République sur un certain nombre de principes. L'égalité des sexes, le fait qu'il ne peut pas y avoir de discrimination vis-à-vis des femmes, qu'on serre la main aux femmes, etc. Si vous ne rappelez pas ça, et si c'est un pathos à la Macron qu'on attend, alors là, on va droit dans le mur. Alors, Mathieu, la difficulté, c'est qu'effectivement, les Français aujourd'hui ont un avis qui est tranché. Il y a une majorité d'entre eux, c'est un de nos confrères qui a sorti ce sondage. Le sondage IFOP, 66% des Français sont contre le port du voile dans l'espace public. Exactement. On a 7 Français sur 10 qui sont d'accord avec Jean-Michel Blanquer pour considérer que le voile n'est pas souhaitable dans la société. Oui, 66% c'est pour les sorties scolaires. Pardon. Oui, exactement. On a également une majorité de Français aujourd'hui, enfin on a entre 50 et 55, ça dépend des enquêtes, qui considèrent, moi je considère que c'est triste, mais que l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République, l'islam. Et donc, ça pose 3 questions pour Emmanuel Macron, à laquelle il va devoir répondre. C'est 1, quelle est la place de l'islam dans la société française ? D'abord, comment on intègre l'islam en France et l'islam de France ? Deuxième question qui se pose, c'est comment on fait pour lutter contre le communautarisme, c'est-à-dire ceux qui utilisent la religion afin de faire sécession dans le pays, c'est ce que demandent les Français. Et puis un troisième niveau de gradation qui est aussi simple, c'est comment on fait pour lutter, ce qu'il a dit, contre l'hydre islamiste, qui fait que des gens prennent les armes contre les Français, contre différents individus, au nom de la religion. Donc en fait, il y a une gradation qui est extrêmement simple. La seule difficulté pour Emmanuel Macron, c'est de savoir comment lui, il résout ses propres contradictions. Voilà. Oui. Et les Français, en revanche, je pense, sont en attente d'un discours. Réponses, vous conviendrez que les réponses sont très difficiles, très délicates. Oui, mais je pense que le pire, c'est de ne pas trancher. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour considérer que l'interdiction du voile à l'école, à l'intérieur des enceintes de l'école, est accepté et toléré par une très grande majorité. Mal, parce que le Ferry, vous ne voulez pas en entendre parler. Donc le pire est le ventre mou et le sentiment de méprendre une réalité qu'en tout cas semblent vivre les Français. Parce que c'est encore une fois du en même temps ce qu'il fait, c'est-à-dire que c'est une sorte de pompier pyromane. Il dit mes propos n'ont pas été compris. Ce qu'il a dit au lendemain de l'attentat était fort, même si effectivement certainement mal interprété. La vigilance, ça veut dire quoi ? Oui, mais c'est ça. Il dit ça a été mal interprété. C'est la loi des suspects de la Convention nationale. Non, si on comprend ce que dit... Pas de stigmatisation, mais lutter contre la radicalisation, ce sont des mots vides, c'est creux. En fait, ça veut dire qu'il y a une... Pardon, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une hiérarchie
un islam qui peut et doit être intégré, et une partie de l'islam, de gens qui pratiquent cette religion, qui tout à coup, à un moment donné, peuvent basculer dans une sécession. Et c'est, je pense, à travers ça que Emmanuel Macron veut répondre. Comment on fait pour une société de vigilance, pour que bien sûr l'islam soit totalement intégré dans la société française, et en même temps prendre garde que des minorités ne se servent pas de la religion. Moi, je pense que la stigmatisation, c'est justement lui qui l'a provoqué en lançant le fameux débat parlementaire sur l'immigration, à la veille des élections municipales. Parce qu'il y a un calcul politique de sa part. C'est un grand calculateur. Effectivement, il faut des gens de gauche et de droite qui le rejoignent. Donc, on essaye d'avoir en face de lui pour la présidentielle quelqu'un du Rassemblement national, où ce sera sa seule chance de repasser. C'est un peu son calcul. Et donc effectivement, la stigmatisation et les débordements, c'est lui qui les provoque. Maintenant, le problème, moi je suis assez d'accord, je suis dans une ville où on a eu ces problèmes avec un maire qui a été courageux, en tout cas, je l'estime qu'il a été courageux, parce qu'effectivement, il y a eu un rassemblement de femmes voilées. Il y en avait avant, il y en avait moins, mais il y en avait un peu plus. Elles se rassemblaient auprès de l'école, et lorsqu'il y a eu à un moment une piscine couverte, enfin pas couverte, mais l'été, pour justement que toute la population, notamment modeste, qui ne partait pas en vacances, puisse en bénéficier, puisse aller là-dedans. Eh bien, il y a eu un couple, enfin 2 couples, 2 hommes absolument comme nous, et 2 femmes bien voilées, qui ont voulu rentrer alors qu'il y avait un règlement qui stipulait qu'il fallait qu'elles se dévoilent. Et sans parler du burkini, hein. Et là, évidemment, ça a été utilisé par ces 2 couples pour en faire, évidemment... victimisation. Voilà. Et donc, il y a eu un procès, l'un a perdu, enfin, il y a eu plusieurs procès. Au résultat, c'est statu quo. Mais et derrière, il y a eu une tentative d'école coranique qui a voulu se créer. Donc tout ça, c'est soit, effectivement, on ne fait rien, c'est le laxisme. Et là, toute la population, enfin, une grande partie de la population... Quelles que soient ses origines d'ailleurs, parce que dans notre ville, il y a eu des Portugais, des Chinois, des Vietnamiens, etc. Et bien évidemment, il y a un phénomène de rejet, hein, et voire de violence. Donc si on ne fait rien, on va vers des débordements, et si on fait quelque chose, on est traité à ce moment-là, aujourd'hui, de xénophobe, de raciste, etc. Alors... Donc, il faut agir, mais le président de la République, je crois, utilise ce débat-là pour sa campagne présidentielle. Et c'est ça qui est malheureux. Alors attendez, on a un auditeur qui voulait réagir. Abdelak, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, très bien, merci. On a l'art de compliquer les choses en France, c'est ça qui fait sa beauté et sa magie. Vous savez, je suis musulman, j'ai été circoncis comme plein d'autres, personne ne m'a demandé mon avis. Aujourd'hui, je suis plutôt, je respecte les gens qui croient, je suis plutôt athée ou plutôt un incroyant. Ce qui me dérange, moi, en tant que je serai toujours musulman dans mon corps, c'est ma culture, et mon pays qui m'a élevé, qui m'a donné ma chance, c'est ma France. Donc je serai français avant tout. Ce qui nous dérange, les musulmans de culture comme ça, où on a la richesse de la double culture, nous, c'est qu'en fait, pour une histoire de voile, la loi n'arrive pas à distinguer, ne fait pas la différence entre la rue et la scolarité. Je prends juste ces exemples-là. Il est évident pour moi en tant que musulman que le voile, moi aussi, j'aurais dit non. Là, on est, même si c'est une sortie scolaire, on est quand même dans le cadre éducatif scolaire. Donc non, il n'y a pas le voile à garder sur le visage, et je le dirai à la consoeur musulmane, je lui dirai clairement non, tu peux pas parce qu'on est à l'école, on respecte la loi. Déjà, c'est un peu débile que la loi, déjà, elle arrive même pas à faire cette nuance-là. Nous, à chaque fois, on est stigmatisés, ça nous gonfle, moi, ça me saoule, ça me fatigue. Ça nous gonfle parce qu'on est tout le temps. Quand il y a des terroristes, on en a 10 sur 10 millions de personnes, on a 10 espèces de gros tarés qui sont psychopathes, qui vont au meurtre et tout, alors que la religion c'est l'amour et le partage, l'islam, parce que l'islam, faut pas oublier que sa mère c'est la Bible. Mais ils ont pris que l'amour et le partage, c'est que ça l'islam, c'est rien d'autre. Et on nous stigmatise, et on fait une transformation de cette religion-là, en la salissant, et en salissant les gens qui y croient. Mais vous savez, il n'y a pas plus honorable pour les musulmans que des étrangers, quelle que soit la religion, qui viennent et qui entrent dans une mosquée. Et elle est autant pour les juifs dans les synagogues et tout. Ils sont ouverts à tous, ils aiment Dieu, tout le monde aime Dieu, et ceux qui n'aiment pas ou qui n'y croient pas, on les respecte aussi. Et nous, à chaque fois, on tombe, c'est toujours en plus, on donne du grain à moudre à des personnes, où je vais être vulgaire là, mais quand vous avez des Nadine Morano, qui est sénatrice et qui se gagne 10 ou 15 000 balles, quand moi je me crève le cul en étant artisan,
qui est payée pour dire des conneries, et à chaque fois qu'il faut balancer sur les musulmans en jouant sur les amalgames et tout, elle est là. Elle, je lui dis juste une chose. Elle, c'est un problème. Elle a un problème génétique. C'est la démonstration, Nadine Morano, de l'être humain qui peut vivre sans cerveau. Parce que le nombre de conneries... c'est votre... vous l'insultez, donc... vous l'insultez, donc il faut un peu mesurer, mais voilà. Juste, moi, j'ai une question sur la dérive de l'islam, parce que ce que vous dites, je l'entends. Moi, j'ai effectivement autour de moi des amis musulmans qui sont très très mal en ce moment et qui me disent mais on comprend pas ce qui est en train de se passer, etc. Mais il y a, vous dites c'est une religion de paix, d'amour. Il y a cette dérive de l'islamisme et de l'islam politique. Oui, il y a des crétins, parce que c'est des crétins. Oui, mais qui tuent oui, au nom de votre religion, madame. C'est ça le problème. Mais, madame, quand on enferme les gens dans les cités, moi je suis un patron ici à Mont-de-Marsan, les gitans en stage, gitans, arabes, juifs, noirs, ils arrivent à rien trouver en stage, alors on les envoie chez le bougnoul. D'accord? Donc on demande, il va chez Abdel. C'est une ouverture déjà. Quand on vous refuse déjà ça, vous habitez dans la cité. Ça commence déjà là, le communautarisme. Ça commence. Quand vous rejetez les gens et qu'ils arrivent à être bien que dans leur cité, et qu'après, qu'ils voient qu'ils vont rien de leur vie, qu'ils sont pesants pour leur famille, que leur famille est honte d'eux, et qu'ils se rapprochent de fourbes qui sont là pour expliquer que pour se refaire une identité sociale, il faudrait bien qu'ils soient hyper concentrés sur la religion et ses dérives. Oui. Eh bien oui. Mais c'est pas. Sauf que. Alors, on va marquer une pause. Restez avec nous, Abdelhak. On va dialoguer avec vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Christian de Villeneuve, Jean-Luc Touly, Mathieu Cheng et Jacques Miard. On était en ligne avec Abdelhak. On a entendu, il y a des auditeurs qui vous félicitent de ce que vous dites, Abdelhak. La question, vous dites, il y a du rejet. Donc, il y a du rejet, si je vous ai bien compris. Ils se radicalisent. Mais quand vous prenez les frères Kouachi, quand vous prenez celui de la préfecture de police, ils avaient un boulot, ils étaient intégrés. Oui, mais madame, avoir une instruction, ça ne veut pas dire que vous avez une bonne éducation. C'est ça. Que c'est des malades, ils n'ont rien, on ne doit pas les mélanger avec des musulmans. C'est des êtres humains qui ont fait un détournement de la religion. C'est des malades mentaux, c'est des grands malades mentaux. La religion, elle n'a rien à voir avec ça. Alors, il n'y a pas ce genre de problème au Maroc, il n'y a pas ce genre de... Mais il n'y a pas du tout ça. Même une femme voilée au Maroc, mais je n'en ai jamais vu, moi. Jamais. Il y a des femmes qui sont dans les bars. Si, il y a des femmes voilées au Maroc. Il y a des femmes voilées. Mais rarement, mais alors, c'est un pays modéré. Oui, c'est un pays modérant, mais c'est des femmes effectivement au foulard. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a très peu de femmes en voile intégral. En tout cas, merci Abdelhak de votre appel. Un mot, Jacques Miard ? Oui, je voulais dire deux choses. Qu'il y ait un problème, je dirais, de rejet économique, c'est évident. On est dans un pays, malheureusement, où on a 3 millions de chômeurs. Et donc ça, effectivement, ça pose problème. Mais je voudrais revenir, vous avez tout à l'heure parlé islam. Je suis désolé, moi, je ne connais pas. Il y a autant d'islam qu'il y a de musulmans. C'est là où il y a un problème. Et donc, vous avez effectivement, vous allez prendre les salafistes. Les salafistes, ça va des piétistes jusqu'aux djihadistes. Et il y a 5 écoles. Donc, à chaque fois que vous avez en face de vous quelqu'un qui dit « moi, je suis musulman », il faut savoir quel type de pratique il fait, il adepte. Et donc, c'est extrêmement difficile d'avoir un discours d'intégration. Il y a une multitude de cas. Mais je vois une multitude d'écoles. Mais je vois qu'on revient toujours au débat sur le voile et on n'arrive pas à traiter depuis hier ce sujet politique. Non, mais le problème, c'est de savoir si on applique les principes. Moi, je ne me pose pas de question. On applique les principes de la République. Et il y a un moment, je suis désolé, quand le curé sonnait les cloches à 4h du matin, on l'a interdit. Ouais. Voilà. Mais, et ben, on applique les lois de la République, point barre. Mais je voudrais qu'on parle quand même du gouvernement et de ce piège, entre guillemets, dans lequel il est aujourd'hui. Juste un mot, je voudrais rendre quand même hommage aux femmes iraniennes qui se battent justement contre. Parce que nous, c'est plutôt l'inverse, donc c'est un peu embêtant. Oui, le problème de la présence de femmes voilées dans les bus scolaires, mais la neutralité, qui est quand même la règle de la laïcité. On ne doit pas avoir, effectivement, de femmes voilées, ni de kippa, ni de grande croix, etc. C'est tout simplement ça. Tous les intégristes sont dangereux. Interdiction de port de signes instantanés. Est-ce que vous pensez, vous pensez que la majorité des femmes qui portent le voile sont des femmes en voie de radicalisation ?
Parce que non, je pense pas. Voilà. Donc il faut peut-être ne pas être trop manichéen. Et il y a une dimension, et dans le port du voile, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension de mode. Mais comment vous expliquez qu'il y a 20 ans, il n'y en a pas eu tant que ça? Mais la mode a changé. Un peu de la mode a changé. Non, mais quand vous voyez des gamines de 7 ans qui sont véritablement voilées alors qu'elles ne l'étaient pas avant, moi je suis désolé, il y a un problème. Je ne nie pas le phénomène, mais alors ne niez pas le phénomène. Je ne nie pas le phénomène, mais si on le caractérise. Un peu de courage, Christian. Assez de l'accès. Et ce voile, c'est parce que c'est une question d'humanité. C'est des personnes, des êtres humains qui, pour les hommes, ce sont des désirs. Alors, moi, je voilerais les hommes aussi. Bien sûr. Comme ça, au moins, il y aurait égalité. Voilà. Non, mais pourquoi ce débat, on l'a en France, pourquoi il est exclusivement en France et pas ailleurs? Pas vrai, c'est absolument faux. C'est absolument faux. La preuve, c'est qu'en Turquie, véritablement, ils serrent les boulons et il y a toute une série. Il y a un problème également en Tunisie, etc., où il y a la société civile qui lutte contre ces islamistes rampants. Et donc, ne dites pas que c'est pas une question de voile. Mais c'est pas une question de voile. C'est pas une question de voile. Et ce sont les femmes. Ce sont les femmes en Tunisie non voilées qui ont sauvé la République tunisienne. C'est pas moi qui veux dire ça. J'y vais tous les. J'y vais régulièrement. Je suis résident. Alors tu vois. Donc c'est pas. Effectivement, saluer le combat des femmes tunisiennes est absolument remarquable. Et bien c'est une preuve d'émancipation. Oui. Et bien la preuve. Donc émanciper les femmes aussi chez nous. Mais elles sont plus radicales effectivement en France qu'en Tunisie. Sur deux sujets. C'est parce que tu es laxiste. Le premier sur le consentement des femmes par rapport au voile. Je pense qu'il y a une diversité et que lisez un livre qui a été écrit par une femme qui s'appelle Faiza Zerouala, qui explique que derrière des femmes qui portent le voile, il y a autant de diversité que de personnalité. Il y a des femmes qui le portent pour des questions identitaires, il y a des femmes qui le portent pour des questions spirituelles, il y a des femmes qui peuvent le porter aussi parce qu'elles sont soumises ou qu'elles le subissent. Et en réalité, il y a une grande diversité de profils. On ne peut pas résumer. C'est la raison que face à un problème complexe, il faut avoir des idées simples. Alors je suis d'accord avec vous qu'on peut avoir des réponses qui sont des réponses législatives, mais je ne pense qu'on ne peut pas caricaturer ni d'un côté ni de l'autre, ni d'un côté en disant c'est les femmes qui le veulent, ni de l'autre côté, ni dans la décision du Conseil constitutionnel, ni de l'autre côté des femmes qui forcément le feraient 100% parce que c'est dans leur libre choix. Dans la décision du Conseil constitutionnel sur le voile intégral, qui a passé la rampe et qui fait que les femmes ne doivent pas être voilées dans la rue, en revanche, a reconnu que dans les lieux de culte, elles pouvaient être voilées. Voilà. Et donc, on sait faire la différence entre ce qui est une pratique religieuse, le respect de la religion, et le fait dans le domaine privé. Donc, pour moi, la religion, elle est dans le domaine privé, elle n'est pas un prosélytisme permanent par des signes ostentatoires dans le domaine public. C'est là où le voile. Voilà. Non, mais alors, les curés en soutane, c'est interdit alors? Non, mais il y a longtemps qu'ils y sont plus. Non, mais il y a des signes ostentatoires. La laïcité, c'est le respect de chacune des religions. Non, c'est la liberté de conscience, c'est tout à fait différent. Et le respect de chacune des religions. On ne les reconnaît pas. Voilà, les religions, elles ne sont pas reconnues par la République, mais on est quand même, ça m'empêche pas d'aller à un des obsèques dans une église, comme je suis rentré dans une synagogue, comme je suis rentré aussi dans une mosquée, et c'était même avec François Mitterrand à Tombouctou. Je crois que ce débat, il explique aussi pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas y aller. En fait, c'est un sujet. Ce débat, c'est miné, c'est totalement miné. En fait, c'est totalement explosif. C'est quand même lui même dans sa majorité. Regardez Aurore Berger. Ben oui, Aurore Berger, Jean-Michel Blanquer, ils sont quelques-uns. Effectivement, voter avec Ciotti une proposition de loi pour interdire le voile dans le cadre des sorties scolaires. Donc on voit bien que, en réalité, sur un des sujets qui peut faire exploser sa majorité, parce que derrière, il ne se retrouve absolument pas sur la question identitaire, entre l'aile gauche qui vient notamment des rangs du PS, des gens comme Aurélien Taché, et puis une aile droite des personnes comme Aurore Berger. Partout, hein. On a Éric de Béziers qui voulait réagir. Bonjour Éric. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Déjà, je me présente vite fait, quoi. Voilà, je suis quelqu'un d'athée, de laïque, et surtout, je prône la liberté. Voilà. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que je m'aperçois qu'actuellement, on essaye de lutter contre la radicalisation, mais ce que je vois, c'est qu'on essaye de faire de nous des radicaux de la laïcité. Voilà, c'est tout l'inverse. On commence à se radicaliser, nous aussi, par la force des médias, du gouvernement, et tout ce qui s'ensuit. Par contre, je m'aperçois aussi que vous posez beaucoup de questions au niveau des écoles. Au niveau des écoles, je voudrais rassurer tout le monde. Vous savez, chez les enfants, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de problème. Pas forcément. Les enfants, ça se passe bien. Pas forcément. Mais écoutez, la plupart du temps, moi, quand j'amène mon fils à l'école,
Il a des copains qui sont musulmans, comme vous disiez tout à l'heure, des copains gitans, des copains... Et tout se passe très bien. Mon fils me dit pas, je ne parle pas à ce petit garçon parce que sa maman est voilée. Ou autre, vous voyez. Non mais, je comprends très bien. Mais là, ce que vous essayez de faire, c'est au niveau... On va parler de l'islam, j'aime pas, mais bon. C'est une minorité, en parlant mal, de connards qui mettent le bordel. Et vous les stigmatisez tous en faisant des grands discours avec le voile et compagnie. Moi, j'ai totalement été outré quand j'ai vu les images de ce petit garçon en pleurs dans les bras de sa mère. Mais où allons-nous? C'est bien ce que je dis. On essaye de faire de nous des radicaux de la laïcité, sans exactement savoir ce que veut dire le mot laïcité. Ou de mettre en garde, ou certains qui mettent en garde, Éric, contre l'arrivée d'un islam politique qui manipule aussi un certain nombre de personnes, des femmes qui n'ont pas forcément, ou des hommes qui n'ont pas forcément conscience ou qui ne réalisent pas. Genre le foulard, c'est quand même, et en particulier le foulard noir que portait cette femme dans l'hémicycle, c'est un foulard militant, c'est pas un foulard anonyme. Cette femme, elle porte plainte aujourd'hui, aidée par le CCIF. Je ne justifie pas le geste du conseil régional, ça, tout le monde est mais est-ce que c'est pas une provocation? Puis ensuite, elle a fait des commentaires dans une association le aussi. CCIF qui Donc tout ça est quand même... C'est là-dessus, j'entends ce que vous dites. Je voudrais vous dire une chose, c'est Jacques Maire qui vous parle, c'est que quand vous avez aujourd'hui, malheureusement, des madrassas qui sont en train de se monter et où les madrassas sont des écoles coraniques dans lesquelles on a un refus d'aller dans les écoles publiques et on endoctrine les gamins et les gamines dans les madrassas, il y a un danger. Donc, dans votre école, je me félicite qu'il n'y ait pas de problème. Moi, vous savez, je me souviens toujours de mon copain Ali, à l'école communale où j'étais, où on se faisait la pige en mathématiques. Enfin, à l'époque, c'était de l'algèbre. Bon, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on a une dérive et que véritablement, dans certaines banlieues, on a un problème de sécession culturelle et politique d'un groupe. Et ça, c'est dangereux. Oui, allez, on va se retrouver dans un instant. On va changer de sujet. On va parler des retraites, le recul du gouvernement. Oui ou non? Est-ce que Macron a peur de réformer? À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio, on est ensemble pour débattre et commenter l'actualité. Alors le gouvernement prend-il peur avec la réforme des retraites? On annonce un mois de décembre chaud avec beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves. Et selon le quotidien Les Échos, le gouvernement réfléchit à un plan B pour différer potentiellement de plusieurs années l'entrée en vigueur de la très controversée réforme des retraites. Vous savez que ça devait concerner initialement la génération née en 63. Là, on parle de repousser à beaucoup plus loin, c'est-à-dire les gens qui seraient... c'est-à-dire pour les gens qui rentreraient sur le marché du travail... En 2044, c'est ça qui rentreraient sur le marché du travail en 2025. En 2025. Donc, en fait, ils essayent de mettre en place cette réforme de façon la plus indolore, non seulement pour les retraités, pour les gens qui sont actuellement retraités et pour les gens plusieurs sujets. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a la main qui est derrière. Peut-être que là, ils y reviendront. En toile de fond, effectivement, il y a plusieurs sujets d'inquiétude pour le gouvernement. Le premier sujet, c'est une grève intersyndicale à partir du 5 décembre. Absolument. Sauf que la CFDT. Sauf la FDT, exactement, qui pour l'instant, et Laurent Berger a fait une tribune qui laissait entendre qu'il était encore en faveur pour l'instant d'une réforme par point. Il y a un deuxième point qui est inquiétant, c'est que une opposition qui demeure majoritaire de la part des Français à cette réforme des retraites, ils sont convaincus que ça ne changera pas la donne, là où le point de départ d'Emmanuel Macron, c'était de dire on va faire la dernière des réformes, c'est-à-dire on change du système paramétrique où on articulait 62, 63, 64 ans ou allongement du durée avec une réforme par points qui là en revanche a l'assentiment des Français, c'est d'en finir avec les inégalités. Aujourd'hui il y a 41 systèmes de retraite qui créent par nature des inégalités et donc le fait de fusionner en principe permet une égalité. Je cotise 1 euro. La difficulté c'est pendant la période de transition et c'est ça qui fait peur au gouvernement. C'est pour ça qu'il espère décaler la période de transition avec ce qu'on appelle la réforme des grands-pères où on permet aux gens qui aujourd'hui cotisent de ne pas être concernés. Seuls les nouveaux entrants seraient concernés par cette réforme des retraites. Vous dites, je suis désolé de dire que c'est de l'enfumage. Je ne sais pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, je traduis par des chiffres. La loi des reins en matière de retraite, il n'y en a pas 36. C'est le nombre de gens qui travaillent par rapport au nombre de gens qui sont à la retraite. Que ça soit par capitalisation, par répartition ou avec un système de points, ça ne change rien. Attention, le système par répartition. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On l'a vu dans Arco. C'est que le point... On va vous dire, il ne bougera pas. Le problème n'est pas là.
c'est sa valorisation en euros qui est importante. Et donc, on sait très bien que la valorisation en euros, la Argic-Arco a bloqué cette valorisation. Et donc, on voit très bien que c'est pas le problème du point. Le point, il va y avoir aussi une différence parce qu'ils disent on va supprimer les régimes spéciaux. Ah bon? Et quand les gens vont travailler la nuit, quand il va y avoir tel type d'astreinte, ils vont gagner des points par rapport à ceux qui travaillent que le jour. Donc on recrée derrière les régimes spéciaux. Donc arrêtez, il faut que ce gouvernement s'est pris les pieds dans le tapis en voulant créer une usine à gaz où on met tout le monde dans le même sac. Et ben la réalité, elle est plus forte que cette espèce d'universalité qui est bidon. Mais est-ce qu'ils vont reculer ou pas? Ou est-ce bien sûr qu'ils vont reculer parce qu'ils ont une trouille gigantesque que ça focalise. Parce qu'il n'y a pas que la retraite qui est en cause actuellement. Bon, va venir cette histoire d'immigration, va venir cette histoire de laïcité, va venir aussi l'assurance, le chômage, l'assurance maladie. Il a fait la faute qu'on ne doit pas faire quand on est au gouvernement, c'est de lancer tous les chantiers en même temps. Donc ça va s'amalgamer. Et moi, je vais vous dire comment ça va terminer. Comme Hollande. C'est que si ça continue, il sera même pas capable de se représenter. Le seul point de différence, je le maintiens. Le seul point de différence, c'est que je suis pas sûr qu'il puisse non plus renoncer comme ça, parce qu'il a été élu par une partie des Français qui veulent absolument des réformes, la transformation, et notamment des CSP+, parce que là, ça concerne les régimes qui aujourd'hui spéciaux. continuent à le défendre, qui sont prêts d'ailleurs à prendre une paume, si je peux me permettre l'expression. Les CSP+, dans cette nouvelle réforme, ils vont perdre au change, parce que aujourd'hui c'est sur les 25 dernières années, demain ça sera sur l'intégralité de la carrière. On ne gouverne pas avec 20% de la population. Aujourd'hui, il a le soutien de ces CSP+, et s'il cale sur cette réforme des retraites, je pense que ça va envoyer un très mauvais signal sur le fait que ce président réformateur, que cette catégorie-là espérait, n'est pas celle qui... Vous savez, je vais vous dire, il a déjà perdu, quand vous regardez tous les sondages sur les histoires des municipales, il a intégré le fait qu'il va se prendre des baffes. Donc, le scrutin municipal n'a rien à voir avec le scrutin national. Le problème est qu'on le veuille ou non, que ce sera un signe fort de défaite. Et donc, il est clair aujourd'hui qu'il est en train de se prendre les pieds dans le tapis. C'est clair. Et donc, il va démontrer par A plus B qu'il est comme les copains. Non, les municipales, ça donne des élus, ça sert pour les sénatoriales, ça donne de l'argent, ça donne des forces. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas de force. Donc, vous voyez, même pour changer Sylvie Goulard, on a du mal à trouver quelqu'un. Vous imaginez qu'il n'y a pas de renfort. Donc, effectivement, les municipales, pour lui, c'est un enjeu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait déjà reculé cette histoire de retraite après les municipales. Mais après les municipales, on a d'autres élections et on a la présidentielle en 2022. Donc, c'est terminé. Je pense que c'est terminé. Donc, sa réforme, elle est cuite. Donc, Delevoye a bossé pendant 2 ans pour rien. C'est un amateur. C'est pour ça qu'on l'a nommé d'ailleurs au gouvernement. C'est pour ça qu'on l'a nommé au gouvernement pour le. Non, mais c'est la question. C'est peut-être un amateur, mais en revanche, le vrai point, c'est est-ce que cette réforme des retraites, est-ce qu'il peut y avoir une réforme des retraites un jour? Est-ce qu'on est incapable de le faire en France? Mais pas de cette manière. Vous n'êtes pas un peu triste avec l'état du pays quand même? Pardon? Vous n'êtes pas un peu triste dans notre incapacité à réformer? Pas du tout. Non. Mais pas du tout. On est capable de réformer. Non, mais attends. Du calme, hein. Non. Du calme, parce que les réformes de retraite, on a commencé à les faire et elles ont payé. Simplement, on a calé, c'est Sarko qui a calé, c'était 62 ou 64 ans, c'est l'âge à partir duquel on part, qui est le point majeur. Et donc là, on ment aux Français quand on leur dit les retraites par points, ça va tout résoudre. C'est faux, c'est de l'enfumage. Deuxièmement, on a intégré les carrières longues, on a incarné des pénibilités, donc faut pas dire qu'il n'a rien été fait en matière de retraite. C'est aujourd'hui où on veut mettre tout le monde dans le même carcan que ça peut pas passer. On a Dusan en ligne avec nous, bonjour. 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 Je vous appelle de Gers. Du Gers, oui. Ça, j'aurais jamais pensé. On vous entend. Alors, on vous écoute. Vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Écoutez, retraite, il est pénible parce que je suis en France depuis 33 ans. Je travaille et j'étais artisan et je touche une retraite de 348 €. Explication de gens de Toulouse de sécurité sociale qu'ils ne sont pas trouvés Yougoslavie. Ça ne me convient pas. Ils ne me reconnaissent pas 12 ans de travail dans mon pays d'origine. Et je vis moyen que bien, mais la première semaine, je peux vivre, mais après, non. 348 € effectivement pour vivre. Et donc, en gros, ils n'ont pas réussi à retrouver ce que vous aviez payé, cotisé en Yougoslavie.
Non, ils sont me répondu qu'ils ne sont pas trouvés Yougoslavie. J'ai envie à me poser question quand ils sont finis l'école, est-ce que ça existait un jour Yougoslavie, parce que c'est inadmissible. Ouais. Ils m'amènent un bateau de 1er décembre l'année dernière. Et je ne sais pas quoi faire. Ouais, bah c'est effectivement, il n'y a pas, c'est compliqué. Enfin, ça a l'air d'être un cas assez compliqué, mais 348 € pour vivre, effectivement, c'est absolument impossible. Mais en mettant peut-être justement les caisses autonomes des médecins, des dentistes, des avocats, des journalistes, peut-être que M. Macron pourrait aider ces personnes qui sont en difficulté, parce qu'elles sont non pas déficitaires, ces caisses. Ouais. Hein, donc de mettre tout le monde dans le même panier. Ça va être compliqué parce que la pénibilité que souhaite la CFDT, pour l'instant, il n'y a pas de véritable proposition. Ouais. Hein, vous savez, j'ai entendu l'autre jour certaines personnes dire qu'il y avait aussi un certain nombre d'entreprises qui avaient été exonérées d'un certain nombre de cotisations parce qu'on a un problème de compétitivité internationale. Donc là, il y a sans doute un problème à voir. Donc c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut... Vous savez, Portalis disait, quand vous touchez aux lois, vous ne touchez aux lois que d'une main tremblante. Donc il faut avancer par petits pas, mais pas faire un Big Bang, parce que le Big Bang, ça va être un boomerang dans la figure du président. Ouais. Mais là s'il ne réforme pas, pour lui, c'est terminé. Il terminera comme Hollande, vous dis-je. ou Chirac, non, qui n'avait pas réformé Chirac, non plus. Oui, mais Chirac a fait 2 mandats. Dans les celui-là, je ne suis pas certain qu'il fait un deuxième. Vous croyez qu'il ne fera pas 2 mandats ? J'ai testé ça l'autre jour sur un certain nombre de politologues. Ça les a surpris, parce qu'effectivement, c'est un peu osé de dire ça aujourd'hui. C'est pour ça que je reconnais. C'est pour ça que j'ai réagi. Mais il n'en demeure pas moins que ça risque de se terminer comme ça. Et je sais qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement inquiets sur ces histoires de retraite. C'est pour ça qu'ils jouent sur les peurs, justement, en stigmatisant tout ça. Parce qu'effectivement, la seule possibilité pour qu'il repasse, c'est qu'il a le Rassemblement national, en espérant que Marine Le Pen ne franchit pas le fameux palier. Sinon, s'il y avait une opposition de gauche réaliste, non pas laxiste, peut-être qu'il y aurait une alternative. Comme il n'y a pas d'autre alternative, ils jouent là-dessus. Les peurs. La question de l'alternative, moi, je n'y ai jamais cru. Je pense que les Français ont toujours assez d'imagination pour créer les alternatives. Qu'on se souvienne, en 2016, on nous avait vendu le match retour avec Hollande qui serait présent. Bon, il n'a pas été candidat. On nous avait prévu pour les primaires que ce serait absolument Juppé qui serait le candidat. Patatras et Fillon qui revient de nulle part. Moi, je pense que les Français ont la capacité d'aller par eux-mêmes chercher des candidats, quitte à projeter des choses qui sont plus ou moins vraies chez eux. Et donc, je pense que de vendre aujourd'hui comme inéluctable le match retour Macron-Le Pen est hautement hypothétique. Mais c'est ce que Macron pense. Oui, c'est ce qu'il essaye de faire. C'est ce qu'il cherche à installer. Est-ce que malgré tout, il pourrait y avoir des grosses mobilisations, même s'il renonce à cette réforme au mois de décembre, c'est-à-dire qu'il y ait cette mobilisation qui a été appelée par les syndicats? Il y a la RATP. Oui, il y a la RATP, SNCF. Une grève illimitée. Donc, dans les transports, et on a déjà des grèves surprises sur les RER. Oui. Et ça, la grève est illimitée. C'est les chauffeurs routiers. Elle peut continuer. Et la seule différence par rapport à il y a un an, la grosse différence par rapport à un an, c'est bien sûr la fébrilité du gouvernement. On s'en souvient, il avait voulu supprimer une niche fiscale il y a quelques semaines sur les seniors de plus de 70 ans. Il a rétropédalé dès qu'il a senti qu'il y avait un petit embrasement. Donc ça renverse le rapport de force. Donc ça veut dire que la RATP et les gens qui veulent faire supprimer cette réforme des retraites, c'est qu'elle peut faire plier rapidement. Donc psychologiquement, elle a pris un avantage très fort. Pour la petite histoire, je vais vous raconter qu'un jour, Bruno Le Maire, lorsqu'il était LR, nous avait expliqué que son expérience de directeur de cabinet de Villepin, fallait surtout pas mettre en chantier plusieurs réformes d'un coup. Et qu'il fallait prendre un sujet et ensuite le traiter. Et là, ils ont fait exactement le contraire. C'est pour ça que je dis que c'est un amateur. Parce qu'on ne peut pas gérer... Nous sommes un pays de corporatisme, comme disent un certain nombre d'économies. Et Juppé, voilà. Mais Juppé a quand même réussi à poser le problème, un peu comme Rocard d'ailleurs, qui lui n'avait rien fait, avait posé le problème mais rien fait. Et donc ensuite, on a réussi quand même ces dernières années en termes d'allongement, en termes de pénibilité, en termes des carrières longues ou ceux qui avaient commencé très tôt, à prendre ça en compte. Donc on peut y aller, mais on ne va pas avec un Big Bang. Je voudrais saluer juste avant les pompiers, le mouvement des pompiers, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. On en a parlé hier. Et le gouvernement a envoyé la police face aux pompiers. Oui, on l'a fait, on en a parlé hier assez longuement. Merci à vous, on se retrouve demain. Et puis merci Jacques Miard, je vous plébiscite également. Merci à vous.